soir. Donc, merci à tous déjà d'être venus si nombreux. Merci à tous d'être en nombre ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on est au 16e Café Géo, enfin de mémoire. Donc je voulais vous remercier parce que sans vous, il n'y aurait pas une telle réussite déjà. Donc merci à vous tous. Ce soir, donc, on a un très très beau sujet. Enfin, que moi je trouve c'est un très très beau sujet. Donc on va aborder la question de la crise des réfugiés en Europe. Et on va surtout se poser la question comment repenser l'asile. Donc pour en parler ce soir avec nous, nous avons Frédéric Piantoni, qui est maître de conférence en géographie à l'université de Reims, donc qui est plus, on va dire globalement plus spécialiste des migrations en règle générale, des questions migratoires. Et là, on va faire un focus sur l'Europe et la question de l'asile. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour, comme d'habitude, un peu moins d'une demi-heure de communication et ensuite on ouvrira un débat avec vous. Voilà. Merci beaucoup, je suis vraiment très touché de voir qu'il y a autant de public. Je ne m'attendais pas du tout, c'est mon premier Café Géo pour être franc. Alors effectivement, je ne suis pas un spécialiste de la question des réfugiés en tant que tel, mais j'ai beaucoup travaillé sur des questions migratoires, sur des questions de filières, sur des questions de réseaux transnationaux, dans des espaces qui en plus ne sont pas du tout européens, mais qui sont latino-américains et plus spécifiquement amazoniens. Cela dit, je suis extrêmement sensible à cette question et l'actualité se rappelle régulièrement, on va dire à peu près depuis le début du XXIe siècle et de manière accélérée avec le cas syrien depuis 2007-2008, de manière accélérée à des valeurs universelles, à la question de l'Europe. La question des réfugiés aujourd'hui traverse l'Europe et génère des fractures politiques qu'on peut voir quasiment quotidiennement, des fractures politiques de la part des États d'une part, des fractures qui sont des fractures frontalières sur un fond extrêmement dramatique d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont en danger de mort permanent. Et régulièrement, tous les 2-3 jours, on nous annonce une longue litanie de personnes décédées, soit dans le canal d'Otrante, soit en mer Égée, soit en Méditerranée, soit sur les côtes atlantiques. Donc on voit bien que la question qu'on qualifie aujourd'hui de réfugiés est un mouvement beaucoup plus global qui s'inscrit, on va dire, dans une mondialisation des échanges tel qu'on peut le connaître depuis le début du XXIe, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années. Comme les autres, les migrants ont beaucoup bougé dans une configuration d'un monde réorganisé, marqué par des conflits, avec des effets humanitaires extrêmement importants. Donc on va le voir, c'est logique. D'abord, je vais vous présenter, je vais essayer de vous faire un petit topo en trois petits points. C'est bien qu'il y ait un écran. Donc pourquoi les gens bougent et pourquoi où ils vont, quels sont les espaces attractifs, et on fera un focus sur les frontières extérieures de l'Europe avec les mobilités et on va dire d'une forte létalité des entrées migratoires, c'est-à-dire des frontières qui sont quand même morticides. On fera un point sur la crise migratoire actuelle. Alors évidemment, j'utiliserai beaucoup de cartes, on ne se refait pas. Le deuxième point, ce sera autour de l'asile politique en Europe. Un des problèmes majeurs actuels, une des failles du système européen, c'est que l'asile politique en tant que tel, devient une des seules alternatives par rapport aux politiques migratoires générées par les États qui sont fortement restrictives. De fait, l'asile est la seule échappatoire pour un certain nombre de migrants, soit qu'ils la demandent, soit qu'ils ne le demandent pas, et on verra pourquoi. Globalement, on passe d'un statut qui est un statut universel, on va dire de la Convention de Genève de 1951, à progressivement une appropriation de la notion d'asile par les États et son instrumentalisation par les migrants eux-mêmes. Ça débouche directement sur ce qu'on appelle la crise de l'asile, ça sera le dernier petit point, et puis après on verra qu'aujourd'hui ce statut est fortement remis en question. Il est surtout, vous allez le voir, fortement inadapté aux réfugiés humanitaires qui génèrent aujourd'hui les questions qu'on connaît. Et ça génère, entre autres, ce qu'on appelle l'externalisation de l'asile, c'est-à-dire que l'Europe a une politique migratoire essentiellement fondée sur les réadmissions, comme en témoigne le dernier accord des États européens et de la Turquie, qui a réussi à négocier beaucoup de choses, en particulier de reprendre les migrants en situation illégale, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le statut d'asile. Et on sait que 95% de ces demandeurs d'asile n'auront pas l'asile, ce qu'on appelle les déboutés.
Voilà globalement le petit programme. Alors pourquoi des migrations mondialisées, mais avec des frontières fermées? Pourquoi les gens bougent et vers où ils vont? Sachant que la question des réfugiés humanitaires est une des parties d'un mouvement plus global de population. On voit sur cette carte, sur laquelle, donc c'est une carte qui est, je rends à César ce qui est à César, une carte qui est issue des travaux de Stéphane Rosière, donc professeur, je fais un peu de pub pour le département de géographie. Voilà, j'aurais pu vous en passer d'autres, mais celle-là, je l'aime particulièrement. Donc des espaces qui sont cartographiés par État, sur la base des revenus, avec des revenus importants, les plus verts, et les revenus les plus bas, les plus vert clair. Et puis, on voit bien, d'une certaine manière ici, l'ensemble des États qui sont les plus verts sont tout entourés de petits points, alors moi je suis mauvaise vue, mais de barrières. Hein, c'est un monde qui est complètement perclus de barrières, une mobilité fortement entravée, ces espaces fortement attractifs économiquement. On utilise l'indicateur d'un revenu, mais ça pourrait être un autre. On aurait pu prendre l'IDH, par exemple. Ces espaces qui sont fortement attractifs sont aussi fortement protégés. Et la mobilité, en leur bordure, sont fortement entravées. Là encore, jusqu'à aujourd'hui, une route était importante, c'était la route des Balkans pour les Syriens. Si vous avez écouté un petit peu l'actualité, la Serbie, le Kosovo, etc., toute cette route, aujourd'hui, la Hongrie, ont fermé leurs portes et on se demande bien quelles vont être les nouvelles routes. Il y a fort à parier que ce soit pas soit plus par le nord, par les pays du nord, soit par le bas. Mais vu le conflit syrien, ça va être compliqué. Donc, un monde évidemment perclus, sur lequel on observe, je cherche, voilà mon petit point là, ça bouge. Beaucoup de murs. On observe aussi une forte croissance des barrières, j'allais dire des barrières physiques. Ce que Stéphane Rosière appelait la técopolitique, tékos en grec le mur. Hein. Je voulais vous montrer cette carte qui est issue des travaux de Migre Europe. Est-ce qu'on la voit? Alors on la voit d'un côté mais pas de l'autre, c'est incroyable. Ah si, oui. C'est une carte assez petite, mais qui vous montre un certain nombre d'espaces sur lesquels on construit des frontières, le mur israélo-palestinien, le mur mexicain, entre la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On voit le petit graphique de droite qui vous montre la croissance des frontières matérialisées par des murs. Ces murs, que ce soit Ceuta, Melilla, les murs en Afrique du Sud, etc., et les murs de plus en plus en Europe, puisqu'on sait qu'une bonne partie des milliards donnés dans les pays tiers va servir à renforcer des frontières, concrètement, à mettre soit des murs, soit des barrières physiques. Donc, des migrations mondialisées, mais fortement entravées. Donc on s'était arrêté là, et des migrations mondialisées, mais fortement entravées. Donc qui bouge et où sont ces pôles? Donc globalement, sur cette carte, qui est une représentation polaire du monde, où vous voyez l'Amérique latine en bas à gauche, voilà. Vous visionnez l'Europe qui est quasiment au centre. Ça, c'est l'ensemble des flux aujourd'hui à la surface du monde. C'est des données de 2013, qui sont assez récentes finalement quand on agrège les données à l'échelle de l'ensemble mondial. On voit que ces pôles sont évidemment l'Europe, sont l'Amérique du Nord et une partie de l'Asie. Donc, dans ces grands ensembles, les migrations, certes, sont attirées par ces pôles, mais participent également à des remises. Concrètement, si on note quelque chose, c'est une forte polarisation des flux vers les pays à haut revenu, évidemment. Il faut noter aussi un triplement des flux migratoires depuis les années 80, 1980. Ça, c'est assez considérable par rapport à l'histoire du monde, c'est-à-dire que les gens ont toujours bougé, mais ils bougent à des fréquences qui sont beaucoup plus importantes, hein, et ils bougent aussi donc beaucoup plus nombreux avec la massification des transports, des moyens de transport. Donc un triplement des flux migratoires. Concrètement, l'ONU estime qu'on est environ à 241 millions de personnes qui sont en mouvement, ce qu'on appelle des migrants internationaux, donc qui passent les frontières. Et vous allez voir qu'il faut absolument relativiser ce chiffre. Sur ces 241 millions, on considère qu'il y en a à peu près 25 à 40 millions qui n'ont pas de papier, concrètement, c'est-à-dire qui sont dans des situations de mouvement illégaux. Là-dessus, si on rapporte ça à la population mondiale, ça ne fait jamais que à peu près 3% de la population à l'échelle du monde qui bouge. Autrement dit, migrer n'est pas une généralité. Migrer, c'est
quiconque s'est intéressé à des flux migratoires, à des parcours migratoires, on en verra quelques-uns. Un premier stéréotype qu'il faut absolument avoir et enlever, c'est qu'un migrant, c'est quelqu'un qui est fortement capitalisé, non seulement financièrement, et on le voit bien tant ils sont convoités par les passeurs, mais c'est aussi quelqu'un qui a un réseau extrêmement important et qui va s'inscrire dans une filière, de manière plus générale. Autrement dit, ce sont des personnalités qui ne vont pas forcément s'arrêter à un poste de douane parce qu'on a investi sur eux, ils ont investi. La plupart du temps, ce sont des gens jeunes, mais pas toujours. Aujourd'hui, avec le conflit syrien des réfugiés, on voit une population à peu près au tiers qui est considérée par des migrants enfants, ce qu'on appelle la problématique des mineurs non accompagnés. Il faut savoir aussi que les migrants remettent de l'argent dans les pays de départ et en particulier, on voit bien que des pays d'Europe, ce que vous avez de orange à rouge, c'est la part des produits intérieurs bruts qui correspond à ce qu'on appelle des remises ou des transferts, c'est-à-dire l'argent que remettent les immigrés, ceux qui sont extérieurs au pays d'origine, qui remettent vers les pays de départ. Et on voit bien que la question migratoire n'est pas juste une question d'aller vers des espaces, mais elle est bien plus une forte connexion entre des espaces d'origine, des espaces qui vont être des espaces de relais et des espaces d'accueil, dans lesquels il y a également une forte, une forte liaison, une forte connexion avec des mouvements qui sont, eux, non humains, mais qui sont des mouvements soit matériels, des mouvements financiers, des mouvements commerciaux, hein, on le voit très très bien dans le cas des diasporas par exemple, mais également des mouvements culturels. Quand on observe des villes, je parlais de forte polarisation, des villes comme Londres, Paris ou Berlin en Europe, par exemple, on s'aperçoit que ce sont des villes qui sont largement cosmopolites parce que les migrants y apportent aussi des traits culturels assez marqués, et pas que religieux. On voit que pour certains pays, on a pratiquement 40% des devises du pays qui correspondent aux ressortissants de l'extérieur. Et on voit bien toute la problématique de ce qu'on appelle le co-développement à travers les remises des étrangers, des migrants de l'étranger. C'est particulièrement vrai dans les pays d'Afrique subsaharienne, au Mali en particulier, où les migrants influencent largement la conduite des affaires locales. Alors, sur cet aspect-là, comment se positionne l'Europe? Alors j'ai pris une carte d'un géographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Rekasevich, qui est un cartographe réputé et qui est toujours très original dans sa façon de construire les cartes. Ce qu'observe Philippe Rekasevich, et à travers ce dessin cartographique, c'est finalement une Europe au cœur d'un monde qui est largement sanctuarisé, avec des barrières qu'on voit ici, des petites dents partout, autour de l'espace européen bien sûr, mais entre le Mexique et les États-Unis, dans la partie sud de l'Amérique latine, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Japon. Et on voit bien que ce monde sanctuarisé est largement bordé de ce qu'on va appeler le glacis Schengen, mais concrètement, ce sont des zones tampons. Quand on va s'intéresser aux réfugiés, et c'est largement pour cette raison qu'on a un discours assez invasif sur la question des réfugiés, c'est que contre ces barrières s'amassent, se concentrent des mouvements de population qui entraînent une surconcentration locale, notamment, on le verra à l'échelle internationale, il y a un arc de réfugiés qui est très marqué entre l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Asie, mais localement, ça va constituer ce qu'on appelle des jungles, qu'elles soient de Calais, qu'elles soient de Ceuta ou d'autres endroits. C'est-à-dire des zones qui sont des zones tampons, qui sont momentanément des zones en attente d'intégration dans l'espace européen. Ce qui est assez frappant aussi, et on voit ici les zones en vert, c'est qu'un certain nombre de pays ou de grands ensembles introduisent une forte contrainte à la mobilité interne, notamment aujourd'hui autour de la Russie et du bloc ex-URSS, mais également au Brésil et également en Chine. Donc on voit bien que, effectivement, si ce monde est mondialisé, si tout paraît fluide, je vous rappelle qu'à peu près 10% de la population mondiale peut se déplacer sans visa, ce qui est très peu, 90% de la population ne se déplace pas sans visa. Donc on a l'impression d'un monde qui est libéral. En fait, il est tout sauf libéral, au contraire, il est fortement perclus de barrières, et la mobilité est un des aspects de cette fermeture du monde. Alors, ce qui est assez frappant, si je reprends le cas de l'Europe, c'est on va tout de suite arriver aux frontières externes de l'Europe. Donc on va changer d'échelle, on va passer sur l'aspect européen pour s'apercevoir que sur l'Europe, les frontières extérieures, avec la mise en place de l'espace Schengen, adossé à un dispositif de contrôle frontalier Frontex des frontières extérieures, conduisent cet espace à devenir extrêmement létal dans un ensemble, là encore, très marqué par des crises
à la fois des crises politiques, des crises économiques, et dont les effets se matérialisent par des réfugiés humanitaires. Tout est mélangé. Premier point, c'est la mise en place de l'espace Schengen au 1er juillet 1994 et jusqu'en 1998. Ce que vous voyez en rouge, ces petites boules rouges, ce sont les personnes qui meurent à l'entrée de ces espaces. C'est ce que vous entendez parler tous les jours. Ce qui est frappant, dans un premier temps, dès 1994, c'est un bassin avec des portes d'entrée qu'on a longtemps connues, le détroit de Gibraltar, souvenez-vous, le détroit, je ne sais plus comment il s'appelle, le détroit de Sicile, pardon, et le canal d'Otrante, je ne le vois pas d'ici. Et on voit bien que là, la partie nord de l'Europe est une porte d'entrée assez faible. On va un petit peu plus loin. Si on prend cette fois 98-2002, avec des questions de conflits qui s'amorcent, là encore, on voit bien que Gibraltar est extrêmement létal, plus encore, il y a une amélioration du dispositif Frontex, donc plus de surveillance. Ce n'est pas que Frontex est mortifère, mais c'est plutôt que les surveillances génèrent une prise de risque maximale de la part des migrants. Concrètement, on obtient des chiffres où on a une augmentation du nombre de décès à peu près sur les mêmes espaces, et on constate tout de suite que la route de la Méditerranée se fermant, c'est l'Atlantique, notamment les îles Canaries, qui commencent à voir arriver via la Mauritanie en particulier, de nouvelles routes se créent, et donc des points létaux plus importants. On s'aperçoit aussi que du côté de l'Europe du Nord, notamment entre la France et l'Angleterre, apparaît déjà des problèmes autour de la mer du Nord. Si on continue, 2002-2006, là c'est pareil. On voit bien une croissance forte à mesure que Frontex se perfectionne, à mesure que les conflits arrivent, notamment dans la partie est et nord-est de l'Afrique, Libye en particulier. On voit bien les routes migratoires n'ont pas beaucoup changé, mais les risques sont encore plus importants. On commence à voir apparaître, notamment à cette période-là, une forte migration marquée par la migration des femmes et des mineurs non accompagnés. Du coup, plus de risques et du coup, plus de morts. Si je continue, la fermeture de cet espace européen, là encore, 2009, avec une forte intensification des conflits, notamment dans le Proche et Moyen-Orient, toujours en Afrique de l'Est, on obtient ce genre de choses avec des routes migratoires, cette fois dans le Sahara et dans la Méditerranée, avec des nombres de morts qui sont de plus en plus importants. L'espace européen se ferme donc, avec des dispositifs de surveillance, avec une prise de risque plus importante, ce qui aboutit à la fermeture de l'espace européen, matérialisée par ces morts. Alors ce qui est quand même frappant, c'est que c'est toujours des hommes en danger de mort. Simplement, pour comprendre la dialectique entre le politique et le quantitatif, si vous analysez les statistiques européennes, vous prenez Eurostat, vous recherchez les nombres de migrants, etc., vous apercevez que quels que soient les pays, quelle que soit l'échelle, ce nombre de personnes, même s'ils décèdent, même si c'est 1 million de personnes, c'est complètement invisible dans les statistiques démographiques, comparativement à 510 millions de personnes, 509 millions, dans l'espace européen. Si c'est fortement visible, notamment dans les espaces tampons qui sont clairement illustrés ici dans le sud de la Méditerranée, si c'est clairement visible en termes d'atrocités, de drames, d'individus en danger de mort, ça ne l'est pas du tout en matière quantitative. Ce qui devrait normalement pondérer largement le discours invasif qu'on a aujourd'hui. Concrètement, de quoi décèdent les gens? C'est essentiellement, on le voit bien dans tous les détroits, de noyades. C'est aussi de suicides, et particulièrement dans la partie nord de l'Europe, le franchissement des frontières amène, et ces parcours migratoires extrêmement difficiles, de plus en plus surveillés, amènent, on le voit bien, des cas de détresse psychologique extrêmement forts, qui, compte tenu du projet migratoire et compte tenu de l'investissement, qui ne sont pas simplement des réfugiés humanitaires, mais compte tenu de l'investissement et de la pression qui pèse sur les personnes qui sont en migration, conduit parfois à des suicides, et notamment dans la partie nord de l'Europe, quand on n'est pas sur des noyades plus importantes. On voit aussi des asphyxies, on voit aussi des morts de faim, évidemment, et des incendies dans la plupart de ces jungles ou de ces quartiers improvisés où on est dans des situations de précarisation sociale extrêmement fortes. On voit bien là encore que les noyades sont évidemment sur la bordure méditerranéenne. Regardez, ce qui est intéressant, c'est à partir de la Mauritanie, notamment l'Ayoun, de l'Ayoun jusqu'aux Canaries, là, les prises de risque sont maximales, notamment dans l'Atlantique, avec des embarcations qui sont des grosses pirogues, mais qui sont relativement fragiles.
Et à ce moment-là, ça devient difficile. On voit aussi la forte croissance de noyades dans la mer Égée. C'est concrètement, la plupart du temps, les images dont nous abreuvent les médias au quotidien. Je vous ai mis, oui, j'avais mis en petit cartouche là-haut l'espace Schengen avec la ligne rouge. Je vais commencer par la courbe des réfugiés 2014. Donc, c'est les données du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés. On verra la différence entre l'OFPRA et le HCR un petit peu plus loin sur la question des réfugiés. Ce qui est assez intéressant, 2014, alors du coup, on n'a pas de chiffres, mais on est autour de 200 000 réfugiés recensés dans le cas du HCR. Ce que vous avez en clair, du coup, c'est la courbe, mois par mois, de la croissance des réfugiés dans les camps du HCR en 2015. Et on voit bien ce pic de 2015, c'est le plus haut chiffre de réfugiés depuis 30 ans. Il y avait un record qui était le record de 2009, après l'invasion et après les premiers conflits syriens. 2009, c'était à peu près 900 000. En 2015, on est environ à 1 500 000 réfugiés qui sont arrivés, qui sont rentrés dans l'espace européen par la Méditerranée. D'accord ? Donc 1 500 000. Là encore, j'avais mis relativiser le discours invasif. 1 500 000, effectivement, quand ça arrive sur une île comme Malte, c'est énorme, sur un an, ou comme la Sicile. Si on lisse ça par rapport à des prises de position européennes sur des politiques migratoires européennes, on est sur un potentiel de population de 509 millions. Quand bien même on aurait 2 millions de réfugiés, on conçoit que, déjà, ça n'apparaisse pas dans les statistiques démographiques. 1 million sur 509 millions, c'est très peu. Et on a du mal à comprendre la question de l'exclusion de ces groupes, ou alors de la non-intégration et de la non-recherche de moyens d'intégration de ces populations. D'autant que, je vous le disais, c'est souvent des populations jeunes, souvent aujourd'hui, dans le cas syrien, relativement diplômées, souvent des familles. Donc on voit bien le paradoxe auquel on est conduit et qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Donc, on se dit que franchement, quand on est capable d'injecter des milliards pour sauver une crise boursière ou des banques ou des questions, on a du mal à comprendre comment 2 millions de personnes au maximum, sur 509 millions, ne puissent pas être intégrées dans un espace européen. On va voir pourquoi. Concrètement, localement, cette situation à l'échelle des portes de l'Europe et à l'échelle d'un monde sanctuarisé, ça donne ce type d'organisation, ça donne Calais, son évacuation il y a une semaine. Mais ce qui est frappant, c'est que ces jungles, on en retrouve partout. On a stigmatisé Calais parce que ça fait les feux d'actualité, mais il n'y a pas si longtemps, c'était Sangatte, juste à côté, sur la bordure là, de la mer du Nord. Et il n'y a pas si longtemps, c'était Ceuta. Hein. Souvenez-vous des gens qui passent les frontières à Ceuta ou à Melilla. On voit bien que se positionnent des groupes qui sont on va dire des squats, on va dire ce qu'on veut, on va dire des camps, qui sont des camps improvisés, mais qui sont des recompositions miniatures d'une situation internationale. Si on prend le camp de la jungle de Calais, par exemple, on retrouve des points très structurants des filières migratoires, et notamment du commerce ethnique. On retrouve une localisation des groupes les uns par rapport aux autres. D'accord ? Et on retrouve des allégeances communautaires, momentanées, dans des logiques de solidarité pour un but qui va être celui de passer en Angleterre. Et on retrouve une hypersécurisation de ces zones, en particulier ici l'accès au port ou l'accès à la gare TGV. D'accord ? Donc globalement, en changeant d'échelle, un monde sanctuarisé, une Europe qui se ferme, et localement, ce type de camp, et on pourrait, en contrepartie de l'analyse de ces jungles qui se mettent en place de manière assez informelle, regarder ce qui se passe au niveau des centres de rétention administrative qui, eux aussi, grossissent. Et là encore, de manière locale, se met en place une sorte de monde de camps qu'on verra déployer ensuite à l'échelle internationale. Alors, deuxième point, l'asile politique, la crise de l'asile. Pourquoi cette crise ? Eh bien, tout simplement parce que l'asile est le seul cadre d'accueil possible par rapport à des politiques migratoires économiques qui deviennent extrêmement restrictives. C'est ce qu'on appelle la crise de l'asile. Ce n'est pas tout jeune, ça date de 1986. Précisément, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, c'était à l'époque Charles Pasqua qui était ministre de l'Intérieur et qui, pour la première fois, décide de reconduire dans des charters, je crois que c'est 200 ou 300 personnes qui sont maliens, de nationalité malienne. Et à partir de là, ces Maliens vont demander le statut de réfugié politique. Et à partir de là, on considère, et Luc Legout en particulier, qui est chercheur à l'OFPRA, considère que c'est un petit peu le début de ce qu'on va appeler la crise de l'asile.
Alors, migrants, réfugiés, déplacés, déboutés, finalement, c'est un monde, la recherche d'un monde sans asile, mais tous sont en quête d'asile, qui n'est pas le même. Si on prend cette carte, je refais un petit changement d'échelle, donc je nous remonte à une échelle internationale. Situation 2015, qui est un peu l'équivalent de mon graphique précédent, mais cette fois, c'est les données de 1994, ce qu'on appelle l'arc des réfugiés. On voit bien, aujourd'hui, ce que vous voyez ici, ce sont l'ensemble des camps qui sont gérés par le HCR. On voit bien que toute la partie est de l'Afrique, jusque une partie asiatique, le Proche-Orient, Moyen-Orient bien sûr, le Mexique, la Colombie, on voit bien que l'ensemble de ces camps est extrêmement important à l'échelle internationale. Les volumes sont également très importants. C'est l'ensemble des personnes qui sont ici qui ont besoin d'une aide humanitaire. Quand on regarde cette carte, on a un peu l'impression d'une vague. Souvenez-vous de ce monde sanctuarisé avec des grandes barrières. On a un peu l'impression d'une vague qui va débarquer sur des sites et sur des espaces de forte polarisation, à la fois économique et sociale, comme l'Europe ici. Regardez aux portes de l'Europe. Regardez aussi l'Amérique du Nord. On a l'impression vraiment d'une avancée très forte. Et on comprend pourquoi, en certains points, et notamment des points de frontières relativement fermés, notamment sur la route des Balkans, on puisse avoir l'impression d'une invasion extrêmement forte. Alors, qui demande l'asile? La question de l'asile, on va parler un petit peu d'asile. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile. D'accord, vous avez ces courbes, donc vous avez une courbe qui est une courbe agrégée européenne. D'accord. L'asile est intéressante, mais vous allez voir, il faut pondérer les chiffres. Gardez en tête l'idée qu'on a environ 1,5 million, 2 millions de réfugiés humanitaires, pour partie syriens, mais pas que, pour partie aussi tous originaires de la partie est de l'Afrique, de l'Ukraine, etc. Donc, aujourd'hui, quand on regarde ces courbes, je crois que c'est de 1998 à 2014, début 2015, on voit bien l'oscillation. Prenez la courbe rouge, la courbe bleue, pardon. On voit bien que ça correspond, les pics de demande d'asile sont liés à des conflits importants. Donc le début des guerres en Afghanistan et en Irak, dans les années 98. Et puis évidemment, la grosse inflexion de courbe qu'on observe, c'est celle à partir de 2012 à peu près, non? Oui. C'est ça, 2011-2012. Il y a la question syrienne, mais pas que, il y a aussi la question de l'Irak. Et on atteint des seuils qui sont extrêmement importants de demandes d'asile qui n'ont jamais été aussi importantes depuis 30 ans. On conçoit bien que dans chaque État, l'OFPRA en France gère la question des réfugiés, c'est l'Office français des réfugiés et apatrides, c'est elle qui va statuer sur la notion de réfugié politique de la personne. J'y reviendrai tout à l'heure, mais regardez les chiffres. On peut considérer qu'en décembre 2014, c'est environ 620 000 personnes qui demandent l'asile. 620 000 personnes par rapport à des chiffres qui sont, on va dire, autour d'1 million, 1,5 million, hein, c'est finalement très peu. C'est-à-dire que tout le monde ne demande pas l'asile. D'accord ? Il y a des gens qui ne le savent pas, il y a des gens qui le savent, mais qui ne le souhaitent pas. Quand on regarde quelles sont les nationalités qui demandent l'asile, et qui sont les plus nombreuses, alors j'ai bien dit demande, je n'ai pas dit accepter. Donc ceux qui demandent l'asile sont essentiellement, aujourd'hui, évidemment les Syriens, d'accord ? Mais derrière, on voit que la RDC n'est pas très loin. Aujourd'hui, en 2015, au 31 mai 2015, donc c'est la Syrie. Derrière, le Kosovo, en termes de demande d'asile, l'Afghanistan. Il n'y a pas si longtemps, la République démocratique du Congo, était exactement en position de leader en matière de demande d'asile. Donc entre ceux qui demandent l'asile, on peut considérer que ce chiffre reste extrêmement faible par rapport au nombre de migrants, par rapport à la population européenne. Et quand on regarde ce petit cartouche, donc les 10 principales nationalités qui demandent l'asile en 2014. En 2014, c'est le RDC, donc la République démocratique du Congo. Et les premiers qui l'obtiennent en 2014, donc qui l'obtiennent, ça veut dire qu'ils l'ont demandé, mais vous allez voir qu'il y a un décalage énorme entre la demande d'asile et l'octroi d'asile. La demande d'asile est très importante, et encore elle est assez faible par rapport au volume de réfugiés. L'octroi d'asile est encore plus faible. Et on voit que ceux qui ont le plus l'asile, qui ont des papiers d'asile politique, sont les Syriens, aujourd'hui, en 2014. Donc c'est intéressant de comparer les nationalités. C'est exactement un peu comme les visas d'entrée.
D'accord ? Ça dépend où on demande l'asile. On va voir par État. Quels sont les pays, je vous montrerai après, quels sont les pays vers lesquels on demande l'asile. Alors, pour revenir sur le cadre de l'asile, je vous ai mis un peu de texte, je suis désolé, parce qu'il y a des choses qui méritent d'être écrites. Donc, pour être extrêmement précis, le cadre de l'asile politique, on va parler de migration politique ou d'immigration politique, est inscrit dans la Convention de Genève de 1951, exactement celle qui gère les guerres, en fait, les conflits, les règles dans le cas de conflits, celui du prisonnier par exemple, et il s'inscrit évidemment dans le contexte de l'après-guerre, des génocides, etc. Ensuite, cette convention de 1951, elle est volontairement très large, parce qu'on voit très bien derrière la question de la souveraineté des États qui pointe et qui ne souhaitent pas s'engager davantage, donc elle est volontairement très large. Ce serait une sorte d'accord cadre dans lequel chaque État s'adapte d'une certaine manière. Donc ne pas être persécuté en raison de sa nationalité, de sa race, hein, c'est dans le texte, sa religion, son appartenance à un groupe social, ses opinions politiques. D'accord ? Persécuté, souvent, on entend persécuter au sens torture du terme. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut véritablement que les gens aient subi des sévices corporels extrêmement importants pour prétendre au droit d'asile. L'asile est finalement le droit d'avoir des droits. Et plus que l'individu, finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'asile protège la vie en société dans le respect des droits fondamentaux et universels. Alors cette notion d'universel, on retrouve ça dans le texte, cette prétention à l'universel des droits humains, c'est celle aujourd'hui qui est justement remise en question. Ça sera intéressant de voir comment l'Europe, qui se construit sur des valeurs a priori universelles autour des droits humains, aujourd'hui, quand on regarde les accords avec la Turquie par exemple, on peut être un petit peu affolé. Hein. En tout cas, on peut douter d'une certaine valeur européenne. Donc, voilà l'asile. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, suivant les États... Ah, pardon. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est juste en dessous, c'est que normalement, l'asile, compte tenu de sa portée universelle, compte tenu de la Convention 51, de 1951, est un statut dérogatoire qui se supplante théoriquement aux États. Quelqu'un qui est en situation de persécution, qui a été persécuté, qui a été torturé, dépasse largement le cas des politiques nationales migratoires. Le HCR fait le tri, en particulier dans les camps, de savoir ceux qui ont été persécutés ou pas. On pourrait se dire, finalement, peu importe de l'endroit où on demande l'asile. D'accord ? Puisque l'asile est un droit universel, quel que soit le pays où on le demande, a priori, l'asile est pareil pour tout le monde. Sauf que là, on commence à rentrer dans le domaine de la souveraineté des États, dans l'application du droit d'asile. Et on va voir que les pays ne demandent pas tous, les migrants ne demandent pas tous l'asile. Alors, je vous ai mis quelques points importants du rapport du HCR de 2015. Je vais passer très vite. L'UE reste très attractive, c'est juste pour le support éventuellement pour ceux qui auraient besoin de chiffres. L'Allemagne reste évidemment très attractive, et particulièrement en 2015, après qu'Angela Merkel ait ouvert la porte. Il faut savoir qu'Angela Merkel a quand même un passé elle-même de réfugiée, puisqu'elle est issue de l'ex-RDA. Donc c'est important pour comprendre la démarche allemande par rapport à la démarche française. Donc l'Allemagne est le plus convoité, la Suède constitue la plus forte proportion de demandeurs d'asile, 24 pour 1000. Les pays du nord de l'Europe, là encore, sont aujourd'hui des pays vers lesquels on va plus facilement. Et puis, il y a des pays auxquels on ne pense pas, mais qui se servent de ces flux de réfugiés pour introduire une substitution à de la population active qui est partie migrer, et notamment la Hongrie. D'accord ? Elle récupère comme ça une population active et jeune. Donc la Suède, les pays nordiques, oui, la plus forte hausse en Europe, évidemment. On voit bien, lorsque les fermetures de la Méditerranée se ferment, inévitablement les routes migratoires conduisent vers le nord de l'Europe. Du coup, l'ensemble des pays nordiques, Suède, etc., vont tout de suite rentrer dans les demandes d'asile, puisque la personne doit demander l'asile dès qu'elle rentre dans un pays européen. L'Italie a connu une progression très importante, évidemment, mais là c'est lié aux routes migratoires, notamment via la Sicile. Et l'Italie aimerait garder une partie de cette population. Vous savez tous que la chute démographique en Europe introduit aussi l'idée d'un apport migratoire de plus en plus important. À titre d'exemple, l'Italie perdrait à peu près 30% de sa population active d'ici une trentaine d'années. D'accord ? On imagine un pays amputé de 30% de sa population active vieillissante parce que le nombre d'enfants par femme est extrêmement faible. Donc on notait que la demande en France est plus faible. D'accord ? Le Canada enregistrait aussi une forte hausse.
plus que les États-Unis. Et les demandeurs d'asile, en 2014-2015, sont avant tout évidemment syriens, on l'a vu, hein, mais aussi irakiens. Les Afghans, les Serbes, Kosovars viennent ensuite. Voilà, le nombre d'Ukrainiens aussi est assez important, forte croissance évidemment liée au conflit ukrainien. Alors je ne veux pas m'attarder sur ces chiffres, c'est juste pour que vous ayez quand même un ordre de grandeur sur les pays. Et on peut se poser la question de pourquoi les migrants demandent leur asile dans des pays différents. C'est lié à deux aspects. D'abord, à des formes d'asile qui sont très différentes entre les États, notamment sur les rémunérations journalières une fois qu'on a le statut d'asile, mais également parce que les portes d'entrée se sont multipliées depuis Frontex et que les migrants, s'ils veulent l'asile, sont obligés de le demander dans le premier pays dans lequel ils pénètrent. Alors ce qui est frappant, c'est que si la demande d'asile, telle qu'on le voit là, à partir de la courbe bleue, est en forte croissance, en revanche, on peut noter que l'octroi de l'asile, c'est-à-dire lorsque on statue sur les dossiers, est lui extrêmement faible. Si on prend le cas en France, on peut considérer que 80% des demandeurs d'asile sont dits déboutés, c'est-à-dire qu'on leur refuse le droit d'asile, on considère qu'ils ne correspondent pas aux critères de 1951 appliqués au droit français. Au passage, quand on regarde une des principales conclusions du traité entre les pays de l'Union et la Turquie, les pays de l'Union sont censés renvoyer les gens qui sont en situation illégale, sauf ceux qui ont l'asile. Et à partir de là, on s'aperçoit que si on prend le 1,5 million de réfugiés, qu'on y enlève, ou qu'on en prend les 600 000 qui demandent l'asile, le temps qu'on traite les dossiers, et qu'on prend les 80% qui ne l'ont pas, on se rend compte que le nombre de migrants qui sont censés rester dans l'espace de l'Union européenne est extrêmement faible. Et on voit bien comment les pays tiers, la Turquie bien sûr, mais d'autres États, comme le Maroc, vont évidemment récupérer l'ensemble de ces groupes. Donc 80% des demandes d'asile sont déboutées. On peut considérer que 95% des demandes d'asile sont aussi demandées par des personnes qui résident déjà sur le sol européen. Ça, c'est réellement différent depuis une trentaine d'années. Il n'y a pas si longtemps, les gens demandaient l'asile dans les pays de départ, et quand ils avaient l'asile, tout était mis à disposition pour qu'ils viennent. D'accord ? On a eu comme ça des demandeurs d'asile célèbres, Sakharov, etc. Donc, mais les gens restaient dans l'État, ils ne pouvaient pas sortir. Aujourd'hui, et c'est en ça qu'on parle de crise de l'asile en partie, c'est que l'asile devient un moyen de pouvoir rester sur un territoire un certain temps, le temps que soit traitée la demande, ça donne le temps d'avoir un récépissé qui permet de rester sur le territoire français. D'accord ? Mais 95% donc des demandes d'asile sont faites sur le territoire. Donc la situation, ce que je vous disais, débouche sur un déséquilibre entre la demande et l'octroi. Aujourd'hui, l'OFPRA s'avère difficilement capable de gérer l'afflux maximum, un afflux maximum de demandes d'asile, ce qui explique des durées de traitement très longues des demandes. Et je vous avais rappelé l'origine de la crise. Voilà. Donc, et de fait, on va constater de plus en plus que la question de l'asile va suivre les politiques migratoires, qui sont des politiques migratoires soit restrictives, soit d'accueil pour des migrants hyper qualifiés, soit restrictives pour des migrants non qualifiés, ou soit des politiques migratoires d'accueil pour des migrants fortement qualifiés. Autrement dit, le droit d'asile a perdu sa substance d'asile pour se ranger dans des politiques migratoires classiques. Et de fait, il ne reste plus que cette capacité d'accueil, une substitution à une politique migratoire restrictive. D'où cette crise. Donc cette situation, évidemment, va fortement, la question de l'asile est fortement remise en cause et on voit pourquoi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors, si on prend la crise de l'asile en 2015, concrètement, cette carte est pas mal parce que, justement, là, on regarde la demande. On regarde la demande d'asile, c'est une carte qui agrège à la fois les routes migratoires que vous avez en marron sur les flèches marron, ici, que vous avez en marron les principales routes migratoires qui sont les routes qui sont fortement identifiées par le dispositif Frontex, d'accord ? Donc la route de l'Atlantique, la route de la Méditerranée, etc. Vous voyez les deux petites flèches, je les prends sur la gauche. Et vous avez les routes principales avec une estimation des volumes, notamment la route des Balkans, qui est aujourd'hui en train d'être fermée. On se demande bien par où les gens vont passer. La route des Balkans, qui passe par la Turquie, la mer Égée, la Grèce, etc., puis remonte le Kosovo, la Serbie, le Monténégro.
etc., pour arriver en Hongrie. Ce que vous avez en rouge, mais en rouge foncé, ce sont les demandes d'asile. D'accord ? Et ce que vous avez sur le petit graphique sur la gauche, c'est les nationalités qui demandent le plus l'asile. Ce que vous avez en rouge léger, qui est juste au-dessus de la barre rouge, c'est ceux qui demandent une deuxième fois, c'est-à-dire qu'ils font appel du droit d'asile. Ils ont demandé une première fois l'asile, ils sont déboutés, c'est-à-dire qu'on leur refuse l'octroi. Pour autant, ils refont une demande, c'est-à-dire qu'ils contestent la question de l'asile. Ils contestent le fait qu'on ne leur octroie pas l'asile, ce qui re-enclenche une procédure et qui oblige à retraiter le dossier. D'accord ? Ce qui est frappant ici, c'est qu'on a l'impression que les réfugiés ne s'entêtent pas. Ils sont beaucoup, mais c'est un chiffre qui est relativement faible tout de même, 650. Ils sont beaucoup globalement sur l'espace européen à demander l'asile, mais ils le font une fois. Et ils voient bien que de toute façon, ça mènera à rien. Et du coup, ils sont très peu à le faire une deuxième fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter ce que vous avez en plage, c'est-à-dire sur les États, ce qui est orange et jaune. Les pays qui sont les plus orange sont ceux qui ont le plus de réfugiés d'asile, qui ont le plus de demandes d'asile pour 10 000 habitants. D'accord ? Et on voit bien que l'Allemagne en particulier, mais la Hongrie fortement, et les pays du Nord, du coup, ont des taux de demande d'asile autour de 20 pour 10 000 habitants. 20 pour 10 000 habitants. Vous voyez le ratio quand même. Et quand on prend le cas de la France, on est à moins de 5 pour 10 000 habitants. Vous voyez ? Autrement dit, ce genre de carte permet de relativiser largement la question du discours invasif. Quand on regarde, bon, évidemment, les nombres de demandes d'asile est en forte hausse, ce qui est logique depuis 2015. Mais quand on regarde ces cartes, on s'aperçoit qu'on a une situation qui est extrêmement différenciée selon les États. D'accord ? Avec des nationalités qui sont effectivement aujourd'hui fortement marquées par la crise syrienne. Donc la majorité de premières demandes d'asile et puis des discours donc, qui relativisent la situation. Alors, la question de l'asile aujourd'hui, elle est en crise quand on regarde cette carte également, une autre carte qui est intéressante, qui prend en compte la totalité, on va dire, des questions liées à l'asile, c'est-à-dire la concentration des demandes dans un certain nombre d'États, le taux d'acceptation, extrêmement faible selon les États, et puis les conditions d'accueil et d'attente qui sont facteurs d'inégalité sociale dans l'espace européen. Quand on regarde ce que vous avez ici, je vais prendre ici, observons par exemple si on prend le nombre de premières demandes d'asile en Allemagne, on s'aperçoit que c'est extrêmement important, comparativement à la France d'ailleurs, comparativement à la Hongrie et comparativement à l'Italie. D'accord ? On voit la Suède ici. On regarde les taux d'acceptation qui sont variables d'un pays à l'autre. J'allais dire que c'est un petit peu comme les visas. On discutait de ça la dernière fois avec Thomas Merle à partir d'un chercheur invité qui venait de Russie. Et je dirais que l'asile, c'est un peu comme les visas. C'est-à-dire qu'on sait très bien dans quel pays il y a un plus fort taux d'acceptation ou pas. D'accord ? C'est frappant de voir par exemple qu'en Bulgarie, en Roumanie ou en Suède, le taux d'acceptation est de plus de 75%. On s'aperçoit, si on croise les données démographiques pour le coup, là, même si les chiffres n'apparaissent pas dans les données, que ces pays sont en fort besoin d'un potentiel démographique de population active. On voit clairement que là, que la question des réfugiés est utilisée comme une main-d'œuvre de substitution, d'autant qu'elle est souvent qualifiée, à la population qui, elle, est partie en migration, à l'exception de la Suède. On prend par exemple, si on prend les taux d'acceptation, on s'aperçoit que la France, qui est leader aujourd'hui, et Valls en particulier, sur la question de l'asile, on s'aperçoit que les taux d'acceptation en France sont de 9 à 30%. C'est-à-dire très faibles. On est autour de 80%, vous voyez, globalement, de déboutés. Ce qui est très faible. Ce qui est frappant aussi, c'est la différenciation des traitements de l'asile dans chacun de ces États. Si on prend le cas de la France, voilà, par exemple, la durée moyenne pour traiter un dossier, c'est 6 mois et demi. À partir du moment où la personne va à l'OFPRA, demande un dossier, 6 mois et demi, le dossier est traité. Durant cette période, s'il est logé, il a 80 € par mois. S'il n'est pas logé, il a 343 € par mois. D'accord ? Et il n'a pas le droit de travailler pendant 9 mois. D'accord ? On imagine... quiconque a essayé de vivre avec ne serait-ce que 340 € par mois, on imagine difficilement comment la personne ne va pas pouvoir travailler. D'accord ? C'est-à-dire que même avec ça, elle a du mal à subvenir à ses besoins.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que fatalement, compte tenu de son parcours, compte tenu de la transgression frontalière qu'elle a réalisée depuis pratiquement, on va voir les temps, mais en moyenne, le temps, c'est entre 1 an et demi, 2 ans, entre le moment où ils se font attraper, revenir et reviennent, etc. Il y a des cas où ça dure 2 ans. Je vous montrerai un cas de parcours qui est très très intéressant, qui a été analysé par Migre Europe. Donc on s'aperçoit que là, ce genre de conditions, qui sont une politique d'accueil déficitaire par rapport à une politique migratoire, on voit très bien que ce n'est pas extrêmement tentant. C'est-à-dire que si la personne a un objectif précis en matière de projet de vie, c'est peut-être pas vers l'asile qu'elle va se tourner. L'asile va lui permettre de respirer, d'avoir un récépissé pendant 6 mois et demi, voir si elle fait appel 3 mois en plus, mais on a du mal à concevoir qu'elle ne va pas travailler pendant 9 mois. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'évolution et le chemin vers l'intégration dans un espace européen, qu'on passe par l'asile ou pas, va nécessairement nécessiter une incursion dans l'informel. Puisque 343 €, concrètement, la personne va vendre énormément de choses sur les marchés, sur les supermarchés, dans les marchés informels, partout. D'accord ? Concrètement, c'est ce qui se passe. On va voir la même chose en Angleterre. D'accord ? Donc, on voit bien que là, regardez ici, les traitements sont un petit peu différenciés selon les États, mais l'asile reste un moyen d'avoir une situation administrative sur un territoire, mais cette situation administrative n'est pas tout. Cette situation administrative ne permet pas de subvenir à ses besoins, même si on est logé. Et c'est là que le bât blesse, c'est-à-dire qu'en termes de politique d'accueil, c'est encore un pis-aller qui est extrêmement faible. Alors, aujourd'hui, repenser l'asile pour lutter contre l'enfermement, quand je dis enfermement, c'est à la fois un enfermement qui est un enfermement du monde. Quand on regarde à l'échelle internationale comment se positionne ce monde fermé, comment se positionnent les zones tampons, quand on regarde l'arc des réfugiés, on s'aperçoit qu'on est dans une logique d'enfermement forte, d'espace sanctuarisé à cette échelle-là. On l'est aussi, d'une certaine manière, dans la capacité qu'on a à octroyer l'asile. Se retrouver avec un statut administratif, certes, provisoire, mais sans avoir la capacité de subvenir à ses besoins, génère aussi une forme d'enfermement économique dans des circuits informels, qui va passer là encore par des réseaux qui sont soit des réseaux amicaux, des réseaux de solidarité, des réseaux associatifs. Ça implique de mobiliser globalement un réseau extrêmement fort, à la fois dans l'associatif, mais pas que. Les associations aident, mais au bout d'un moment, la personne a besoin d'acheter, elle a besoin de consommer, etc. Je veux dire de vivre, de subvenir à ses besoins. A fortiori, si elle a une famille. Et je vous rappelle la pression aussi qu'ont ces migrants par rapport au projet migratoire. Donc, là encore, quelles que soient les échelles, la question de l'asile pose problème par rapport à des politiques migratoires restrictives. Ce qui amène à, je voulais vous montrer ceci, à vous parler de la place de l'asile aujourd'hui dans les mobilités internationales, si ça veut bien s'afficher. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, l'asile jouit d'un statut particulier, on l'a vu, bien sûr. L'immigration est un des attributs fondamentaux des souverainetés d'État, on le voit, qui s'exerce dans le cadre de l'immigration économique, mais ici, l'immigration liée à l'asile est régie par des textes internationaux. Je fais un petit rappel. Ces procédures supplantent la souveraineté des États, normalement, mais globalement, un demandeur d'asile ne peut pas être refoulé, théoriquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait quasiment penser que ce qui se passe avec la Turquie, si les gens sont dans des situations de demandeurs d'asile, on peut se dire que potentiellement, ils vont tous demander l'asile, exactement pour avoir une crise bis, pour ne pas être refoulés dans des pays tiers avec des accords de réadmission. Aujourd'hui, avec cette question des politiques migratoires, avec cette question de l'asile, cette question qu'on a commencé à voir avec ce qu'on appelle les accords de Dublin, c'est-à-dire les reconduites à la frontière vers le premier endroit où le migrant est arrivé, va se déployer de manière plus importante. Et on va aboutir à ce qu'on appelle l'externalisation de l'asile. Et cette fois-ci, dans le cadre d'une politique qui était d'abord Dublin, et aujourd'hui avec celle de la crise de l'asile politique. Qu'est-ce que je voulais vous passer ? Je ne comprends pas, ça marche un peu sur... Voilà. Et concrètement, c'est ce qu'on commence à lire dans pas mal de rapports, et en particulier, peut-être vous avez suivi l'actualité, le dernier accord sur l'externalisation, c'est l'accord de La Valette, donc Malte, sur les accords de réadmission. On ne parle plus d'externalisation de l'asile, on va parler d'accords de réadmission. On s'aperçoit aussi que les questions de politique migratoire font appel à une terminologie qui est souvent très, très, très euphémique.
Si je vous parle de migration internationale, tout de suite on imagine les réfugiés, surtout en ce moment, c'est la première image qu'on a. Et puis si je vous parle de mobilité internationale, la notion de mobilité est plutôt associée à une sorte de mobilité professionnelle, donc beaucoup plus valorisante, vous voyez. Quand on parle de migration, ce n'est pas la mobilité. On voit bien comment on joue aussi sur les termes. En attendant, de plus en plus, l'externalisation de l'asile passe par une politique systématique d'accords de réadmission et sous les concepts de partenariat pour la mobilité, de coopération, j'ai relevé quelques exemples de l'accord de La Valette, coopération ou dialogue, des déclarations un peu alambiquées de sommets avec les pays tiers, etc. Concrètement, c'est une façon d'exclure sans le dire. Donc ces partenariats, en fait, associent des pays qui sont des pays qui, la plupart du temps, ne sont pas tenus au respect des normes européennes, puisqu'ils n'y sont pas. Témoin la Turquie, témoin le Maroc. Ça a été longtemps la Libye, donc la Hongrie, telle la Charte des droits de l'UE. Donc ces pays, ça a été, je vous le dis aussi, l'Érythrée ou le Soudan. Donc là où venaient vraiment souvent des conflits et des gens. Donc on voit bien qu'il y a des formes de violence qui sont extrêmement fortes dans la proposition de cette externalisation de l'asile et qu'on aboutit à un effet totalement dévoyé de la question de l'asile. Donc on a l'impression d'un respect des engagements, exactement comme le compte-rendu qu'on a aujourd'hui sur la Turquie, et en même temps, ce que ça révèle surtout, c'est l'incapacité de l'Europe à absorber 2 millions de personnes dans un pays qui en compte pratiquement 509, et avec une capacité financière qui est sans doute la plus importante du monde. Donc concrètement, ça aboutit, quand on regarde l'externalisation de l'asile, regardez l'ensemble des accords de réadmission signés par ces pays en 2015, la situation. Donc ça a commencé depuis, on va dire, depuis une dizaine d'années. Donc l'ensemble des États européens, plus ou moins importants, notamment la France, mais l'Allemagne, l'Italie, etc., ont des accords de réadmission vers des pays tiers qui conduisent à reconduire les personnes vers des pays du glacis Schengen. Et aujourd'hui, la Turquie est en passe de cristalliser l'ensemble des mouvements de réadmission. En négociant bien évidemment son entrée dans l'Europe, et on se demande après comment la Turquie va négocier elle-même des accords de réadmission avec qui ? Vous voyez ? Donc cette externalisation de l'asile est un point qui, là encore, montre que l'asile est rentré dans une politique migratoire assez classique et aujourd'hui fortement restrictive liée à des crises économiques. Bon, ben là, ça fait flop, puisque j'avais une super animation sur le parcours d'un Afghan qui met à peu près 2 ans et demi pour rejoindre Calais, et qui à la fin termine à Marseille, dans un centre de rétention administrative. Puis je vais conclure. Est-ce que ma deuxième diapo, voilà, au moins celle-là, elle marche. Donc, la diapo précédente, c'était pour vous montrer le temps et le trajet que met un Afghan au départ de Kaboul pour se rendre en Angleterre. Il y avait une échelle de temps, et il y avait l'ensemble des lieux, notamment des camps les plus importants en Grèce, en Italie, et les lieux de passage, qu'on connaît évidemment, tout le monde connaît. Alors on le suit évidemment, donc il y a une échelle de temps, et on s'aperçoit qu'il lui faut à peu près 2 ans pour rejoindre Calais, parce qu'il a été attrapé, il a été reconduit, puis il retente sa chance, et finalement au bout du compte, c'est en moyenne 2 ans pour arriver à Calais. Donc il arrive à la jungle de Calais, et là, pas de bol, il se fait attraper, et là il n'en peut plus, et bon, il dit « Ok, je vais demander l'asile ». Et là on le met dans un centre d'accueil qui n'est pas dans le nord de la France, mais qui est à Marseille. Et donc, des chercheurs attachés à Migros-Europe ont suivi cette personne, qui s'appelle Khan, sur une journée quotidienne sur 3 ans. D'accord ? Quand on regarde ces graphiques et son parcours donc à l'échelle micro-locale, donc on passe de l'international, du régional européen, au micro-local, à l'échelle d'une ville, on voit que la journée de Cannes en 2009, c'est essentiellement déjà d'aller au centre où il dort, donc de son centre de logement, d'aller consulter des associations, d'apprendre le français et de fréquenter un petit peu, dans un premier temps, le marché informel de Belzins. Il arrive petit à petit à se structurer dans la ville et à se positionner dans la ville. Ça, c'est en 2009. D'accord ? On voit ici, par exemple, le centre d'hébergement, le restaurant gratuit, etc., le centre d'accueil, la CIMAD qui ne doit pas être très loin, voilà, la boulangerie, etc. C'est une sorte de modélisation d'une journée type de Cannes, un Afghan qui se retrouve dans un centre avec le statut de réfugié. Deuxième année, là on s'aperçoit que c'est beaucoup plus restreint il a commencé à apprendre un petit peu le français, il fréquente plus le centre d'hébergement, il commence à apprendre
des rudiments de formation en français, et puis on s'aperçoit que là encore, il fréquente encore plus le marché informel de Belzins. C'est-à-dire qu'il a une allocation qui est de 343 et quelques, mais qu'avec ça, évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment, ça ne suffit pas, mais comme il ne peut pas travailler, puisque le statut de réfugié politique n'octroie pas une demande de travail, il ne peut pas avoir un emploi légal, il est forcément obligé d'avoir une incursion dans l'informel. Et c'est pour ça qu'on voit ici le marché de la Porte d'Aix, pour ceux qui connaissent Marseille, qui n'est pas loin de Belzins. En 2011, c'est-à-dire à peu près 3 ans plus tard, finalement, il finit par avoir un petit emploi qui lui permet de subvenir tout juste à ses besoins. Il a réussi à avoir un logement social, donc il commence petit à petit une vie appropriée, une vie à peu près dans une logique d'intégration telle que l'imaginent les politiques migratoires ou les politiques d'intégration françaises, sauf que son petit boulot ne suffit évidemment pas, et que du coup, une part de son investissement, de ce qu'il gagne, est réinvesti dans l'informel. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si le statut de réfugié de réfugié politique est un accueil pour quelques-uns, mais vraiment quelques happy few, 80% sont déboutés, 95%, on s'aperçoit que, là encore, la prise de risque est maximale, même avec ce statut, puisqu'il est constamment, enfin pas constamment, mais il est souvent obligé d'aller faire une incursion dans l'informel, avec la prise de risque de se mettre dans une illégalité, qui se met dans l'illégalité, avec la prise de risque de se faire attraper, et cette fois-ci de se retrouver au droit pénal. Oui. Alors concrètement, ce que ça génère, cette situation, de manière plus globale, c'est que la stratégie de l'asile aujourd'hui, qui est choisie par les migrants, et l'instrumentalisation de l'asile, telle que je viens de vous la montrer, génère de fortes difficultés d'accès à toutes les procédures et développe en fait des statuts qui sont toujours précaires. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sort pas de la précarité. L'idée d'une politique d'accueil et d'une voie vers une intégration dans une société, qu'elle soit européenne et à l'intérieur des États, nécessiterait une prise en charge qui serait possible, compte tenu du volume démographique. Et en même temps, on voit bien que, comme ça n'est pas le cas, l'asile est un substitut, et en plus, il continue à prolonger un statut fortement précaire. Concrètement, ce qu'on s'aperçoit, cette fois-ci à une échelle beaucoup plus globale, c'est que depuis le début des années 2000, on s'aperçoit d'un interventionnisme extrêmement fort. On l'a vu d'abord, évidemment, avec les États-Unis en Irak. On le voyait déjà dans les années 70, mais il y a une partie un petit peu flottante. Mais fin des années 90-2000 ont vu un interventionnisme croissant des pays du Nord, des interventions militaires fortes, internationales. La Syrie en est un exemple aujourd'hui, l'Irak en est un autre, l'Afghanistan. Et on voit bien que cet interventionnisme se double, évidemment, de crises humanitaires extrêmement fortes, de départs extrêmement forts, que gère le HCR, qui est censé gérer, du coup, une politique migratoire internationale. Les États génèrent des politiques migratoires, mais sous couvert du HCR, en disposant partout des camps. Et on voit la croissance des camps qui se met en place. Globalement, ces 3 aspects ont totalement modifié l'intérêt stratégique et l'intérêt, j'allais dire, universel, idéologique de l'asile, en l'intégrant finalement à la maîtrise des flux migratoires, un petit peu comme l'ensemble des politiques aujourd'hui, que ce soit dans les espaces occidentaux ou nord-américains. Si l'asile est un refuge contre la persécution, c'est finalement les critères qui le définissent, qui seraient à revoir pour repenser une sorte d'asile fondé davantage sur un accueil et sur un rapport à l'altérité générant une véritable politique d'intégration pour l'ensemble de ces réfugiés. Et c'est peut-être que la notion de 1951 est totalement à revoir, mais on voit très bien derrière tout l'enjeu à revoir. Si on voit très bien d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue, j'allais dire, de valeur, l'intérêt de revoir le texte de 1951, on perçoit aussi, compte tenu de l'ensemble des politiques migratoires qui sont fortement attachées aux États et l'incapacité des États, et particulièrement européens, à se mettre d'accord, on perçoit très bien la difficulté à repenser cette vraie question qu'est l'asile. Alors je conclurai là-dessus parce que repenser ça, ça veut dire aussi éviter un monde qui est fortement marqué aujourd'hui par des camps. Certains d'entre vous ont peut-être lu Michel Agier, qui a beaucoup travaillé sur la question des camps, anthropologue, école des hautes études en sciences humaines. Concrètement, ça génère des camps à plusieurs échelles. Je vous passerai 2 cartes. Cette carte qui est à l'échelle européenne, qui systématise l'ensemble des camps présents dans l'Union européenne.
chose dont on parle finalement assez peu. Hein. On appelle ça des centres, etc. Mais finalement, c'est une logique de camp, c'est une logique d'enfermement qui se met en place, à la fois des logiques d'enfermement qui sont pour des raisons administratives, pour des raisons d'irrégularité de la personne, des camps qui sont aussi des camps d'accueil, et en tout état de cause, compte tenu des crises économiques, la plupart du temps, les gens qui sont là-dedans n'ont pas le droit de travailler. C'est aussi des logiques d'enfermement. À l'échelle européenne, ça donne ceci, donc des CRA, des centres de rétention administrative. Si on pousse plus loin à l'échelle du monde, on a finalement deux logiques. Une logique qui est une logique de HCR. Si on observe cette carte à l'échelle du monde, vous avez en noir les centres de rétention administrative de tout type pour les migrants à l'intérieur des États avec un fort potentiel économique. L'Europe, regardez des points noirs sur l'Amérique du Nord ou sur l'Europe. Et regardez les points rouges un petit peu partout ailleurs, et particulièrement sur ce fameux arc des réfugiés que je vous montrais quasiment au début de cette présentation, où on voit là, cette fois, des camps du HCR qui canalisent et qui essayent de contingenter des flux migratoires à l'échelle mondiale. C'est donc, si on ne repense pas, l'idée de repenser l'asile, c'est aussi repenser l'idée d'un monde qui est non seulement perclus dans ses frontières, mais qui est aussi fortement perclus par des logiques de camps. Aujourd'hui, le monde est quand même un monde de camps pour tous les réfugiés, les déplacés et autres déboutés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très éclairant. Donc on va maintenant passer aux questions. Donc j'invite toutes les personnes qui souhaiteraient débattre avec nous de se manifester dès maintenant. Je vais peut-être un petit peu assommer, je suis désolé, j'ai le gosier sec. Merci. Est-ce que la tentative d'accueillir les Syriens avec l'aide de l'État n'est pas un essai de changer un peu la politique, puisqu'ils ont eu plus facilement, ceux qui ont été accueillis dans les communes en particulier, ont eu très rapidement des papiers et le RSA. C'est une nouvelle façon de procéder, mais je crois que ce n'est pas une grosse réussite. Il y a eu des tentatives. Non, je crois qu'il faut saluer ces initiatives. Mais là encore, on voit bien l'instrumentalisation politique. C'est-à-dire qu'on est sur, je vous rappelle, le conflit syrien. Ce qui déclenche la totalité de cette politique-là dont vous parlez, c'est on montre toutes les unes de journaux, toutes les unes de journaux montrent un afflux massif. C'est-à-dire qu'on voit, soit par schéma, soit par photo, c'est exactement comme les Boat People un petit peu plus tôt, on va dire l'opinion européenne n'est pas du tout sensible à cet effet masse. La chose qui va vraiment changer, c'est la photo d'un enfant tout seul sur une plage noyé. Vous voyez ? Et à partir de là, ça génère une prise de conscience politique, mais qui est extrêmement calculée, et qui va à l'encontre de la population syrienne en particulier, mais parce que c'est une forme aussi de rendu. Je veux dire, on intervient directement en Syrie. Et donc, c'est une façon aussi pour l'État français de se dédouaner en disant bah oui, on vous balance des bombes, c'est sûrement aussi horrible que n'importe quelle bombe, mais en même temps, voilà, vous êtes accueillis dans un joli village où effectivement, il y a peu de chances que vous fassiez votre trou. Enfin, bon, quand on regarde la logique villageoise en France, on se dit qu'il y a de fortes chances qu'il reste syrien pour très très longtemps, peut-être pour 18 générations. Mais en attendant, il faut quand même saluer cette initiative. Le problème, c'est que ça touche une toute petite partie de la population et que c'est immédiatement contrebalancé par l'effet Calais. Vous voyez, on est en permanence dans ces jeux, des jeux médiatiques qui font qu'on est sur un discours invasif avec des discours qui sont très marquants. C'était frappant de voir Manuel Valls qui dit aux gens en Allemagne, non, mais rentrez chez vous, on ne veut pas de vous. Et puis à côté, il y a Angela Merkel qui, juste avant, a lancé l'appel en disant mais au contraire, venez, willkommen, etc., dans les gares. Quoi. Il y avait un très beau dessin de Plantu là-dessus qui disait, je ne sais pas si vous avez noté ça dans Le Monde, il y avait Manuel Valls qui était sur une barrière un peu électrifiée façon Schengen, qui disait à des gens, allez, rentrez chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Et Angela Merkel qui disait, toi non plus Manuel, tu n'es pas chez toi. Et c'était à Munich. Donc, voilà. Donc oui, il faut saluer l'initiative, évidemment. Oui, bien sûr. Alors moi, je me demandais, on entend très souvent dans les médias que les migrants, justement, ne veulent pas s'intégrer en France, qu'ils veulent aller en Angleterre. Et je me demandais, justement, qu'est-ce que peut faire l'État français pour les intégrer, justement ? Alors, votre question, c'est pourquoi l'Angleterre ? Et on m'a déjà posé cette question. Et
quelles solutions surtout on pourra apporter Oui. pour les... Donc pourquoi l'Angleterre et pourquoi ils choisissent l'Angleterre et pourquoi ils ne choisissent pas la France? Alors, il y a plusieurs raisons et pourquoi la France ne veut pas les garder. Déjà parce que si on prend le cas de Calais, puisque c'est à ça que vous faites référence, la plupart des gens qui se retrouvent dans ces jungles où on a une aide d'associations, il y a une information sur leurs droits en particulier, puisqu'il y a une forte concentration à cet endroit-là, il y a une forte politisation, donc il y a des associations présentes qui les informent sur leurs droits. Donc on leur explique que c'est le droit d'asile. Donc évidemment, s'ils ont un projet migratoire de travail, ils se disent, mais attendez, je vais demander l'asile, mais je ne pourrai pas travailler, on ne me donnera pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la plupart, aujourd'hui, des Syriens, des Afghans, etc., sont des populations qui sont anglophones, liées à un passé colonial. C'est là où l'histoire aussi rejoint la question des filières migratoires. C'est une petite périphrase pour vous dire, par exemple, que l'immigration subsaharienne en France est extrêmement présente encore aujourd'hui. Ces filières se sont construites sur un système migratoire européen qui est largement tributaire du XIXe siècle, qui est des rapports de la France avec ses espaces coloniaux. C'est exactement la même chose avec le Commonwealth. Donc la deuxième question, c'est la question de la langue. Le deuxième point, c'est la question de la langue. Donc le statut de réfugié, premier point. La question de la langue. Souvent, des gens qui ont réussi à passer donc des logiques de filières déjà implantées et des amis ou de la famille qui attendent en Angleterre, quand ce n'est pas de la famille. Et le troisième point, et non des moindres, c'est le droit du travail. Quand on dit à un migrant, bah, écoutez, vous allez gagner 340 € par mois et avec ça, vous ne pouvez pas bosser, il dit, mais attends, moi je vais en Angleterre et je vais travailler dans une laverie ou n'importe où, dans un restaurant, et on ne me demandera pas ma pièce d'identité. Vous voyez, la grosse différence, elle est là. Et donc, si effectivement, je ne le souhaite pas, je vais me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais si la France revoit le code du travail, voilà, peut-être qu'on va garder nos migrants. Non, je plaisante. Je voulais vous demander, au niveau de... Quand on connaît la législation européenne et qu'on voit que Frontex, par exemple, au niveau des interventions en Méditerranée, etc., ils ne peuvent pas intervenir directement et ils sont obligés de prévenir les États membres de l'Union européenne pour qu'eux envoient leurs propres services. Et du coup, ça prend des temps qui sont parfois longs et qui provoquent la mort des migrants. Qui sont exactement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait justement refonder ce principe-là et donner à Frontex et la capacité à l'Europe d'action, les moyens justement de pas de lutter contre l'immigration, mais de l'accompagner efficacement pour éviter justement tous les drames qu'on a vus. Absolument. Bah, disons que ça serait une donnée technique qui serait effectivement, je pense, qui générerait peut-être moins de morts. En même temps, cette donnée technique générerait une surveillance accrue, donc une prise de risque qui serait aussi maximale. Vous voyez, et aujourd'hui, les pays européens vont plutôt dans la logique de la réadmission, plus que dans la capacité à gérer leur propre flux de manière cohérente. Ça, c'est certain. Donc, la vraie question qui se pose, c'est la question d'une politique migratoire européenne commune. C'est celle-là, le fond du problème. À la fois une politique migratoire commune dans l'acceptation et dans le choix des critères d'une politique migratoire, et c'est aussi la mise en place d'une politique d'accueil, d'intégration, de rapport à l'autre, à l'échelle européenne. Mais on voit bien que là, c'est ce qui provoque toutes les lignes de fracture, avec des velléités politiques qui sont totalement différentes selon les États. Et ce qu'ont du mal à comprendre, je pense que c'est un peu comme Pierre Classe, c'est un peu la société contre l'État. On est là, on se demande pourquoi en fait. Pourquoi ça pose autant de problèmes. Même si on est abreuvé d'images qui sont extrêmement dures et qui reflètent toute la question de l'invasion, on oscille entre l'invasion et la question humanitaire. En fait, la question, c'est une fausse question. La vraie question, c'est une politique migratoire européenne, la question de l'asile réellement, et puis la question d'un accueil, d'une politique d'intégration européenne, qui ferait que je serais aussi capable d'avoir la même intégration avec les États de l'Union, l'Allemagne, la Norvège, la Hongrie, etc. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je suis assez frappé, par exemple, de voir dans les programmes du primaire qu'il y a assez peu d'Europe. Vous voyez, on reste quand même très autour des souverainetés nationales, avec des précarés extrêmement marqués. Bonsoir, pour moi ce serait avant tout une sorte de deux remarques par rapport à l'emploi du mot camp qui est revenu assez fréquemment et qui apparaît comme une surtout à la fin. Surtout à la fin, oui. Surtout à la fin, oui. Et donc par rapport à l'emploi du mot clan, la première remarque ce serait lié, pour nous qui sommes européens, ça nous renvoie obligatoirement
la Seconde Guerre mondiale et à la politique génocidaire du régime nazi. Et donc, ne serait-ce pas ici d'appeler une sorte d'émotion, de susciter une sorte d'émotion envers nous, une sorte d'émotion, et donc de ne pas utiliser la raison dans l'analyse justement de ce qui se passe actuellement. Et seconde remarque, toujours liée à cette époque sombre, ce serait, si on décrit ces centres d'internement comme camps, etc., en relation avec ce qui s'est passé précédemment en Europe, est-ce que ce ne serait pas justement une sorte de banalisation du crime nazi? Ouais, voilà, je vous le laisse, hein, mais... Non, mais je comprends. Non, mais vous l'avez dit, vous ne l'avez pas dit pour ça. Non. Effectivement, la notion de camp, alors je me suis permis d'employer cette notion de camp qui effectivement est une notion qui est forte, hein, qui renvoie directement à l'enfermement. D'accord ? Camp, ça peut être la prison, c'est le camp militaire aussi. Hein, donc, c'est une expression qui est utilisée par Michel Agier, c'est pour ça que je me permettais de le citer. C'est aussi, en fait, ces camps, ils ont différentes appellations. C'est des centres de rétention administrative. Dans le centre de rétention administrative, ce qu'on appelle les CRA aujourd'hui, il y a rétention. Vous voyez ? On parle quand même de camps de réfugiés. D'accord ? Le HCR parle de camps de réfugiés. Donc, entre centre de rétention et camps de réfugiés, je ne sais pas, qu'est-ce que vous souhaiteriez que je dise ? Une zone contrôlée ? Voilà. Voilà. En fait, ce qu'il faut surtout retenir au-delà de la notion de camp, c'est qu'on a des espaces qui sont des espaces d'enfermement, d'une manière ou d'une autre, à la fois dans des espaces qui sont fortement attractifs, des espaces d'enfermement pour des gens qui ne sont pas en situation de régularisation, et aussi des espaces qui sont censés contingenter des flux migratoires qui pourraient être plus importants à travers le HCR. Et du coup, on voit bien comment les États, à l'échelle internationale, se mettent d'accord pour mettre en place des zones contrôlées de politique migratoire, et en même temps, en interne, de mettre en place des centres pour, là encore, contingenter des populations qui, d'un point de vue administratif, ne sont pas reconnues. Voilà. Ça s'appelle aussi une politique d'exclusion. Je voulais savoir dans quelle mesure les migrants alimentent d'une certaine manière l'économie informelle, parce que vous avez fait référence plusieurs fois. Et donc justement, est-ce que intégrer mieux les migrants serait une manière efficace de lutter contre l'économie informelle? C'est une bonne question. Alors, j'aurais pas dit lutte. C'est-à-dire que si vous enlevez l'économie informelle, qu'est-ce qui se passe? On va vers quelque chose de beaucoup plus dur. On va vers du vol, on va vers des problèmes pénaux qui ressortent du pénal. Le problème, si vous voulez, c'est que... Alors, je n'ai pas travaillé sur la question de l'informalité en Europe. Je travaille sur la question de l'informalité en Guyane et au Brésil en particulier. Et dans le cas guyanais, à peu près 60% des migrants n'ont pas de papier. Dans un contexte de forte précarisation économique, on a des systèmes à deux vitesses qui se mettent en place. Des systèmes qui sont fondés sur des solidarités communautaires, par exemple, des allégeances ponctuelles, et qui sont informelles, mais qui ne sont pas non structurées. C'est-à-dire que ça génère du capital. Concrètement, quand on parle de remises, au tout début, je vous ai passé une diapo sur les remises et les connexions. Ce qui est assez frappant, c'est que je vous ai montré les remises, donc ce que les gens remettent. J'aurais pu vous montrer d'autres cartes où on a des flux financiers qui sont envoyés aux gens qui sont dans les États et qui sont en migration, notamment pour de l'investissement. Puisque une personne qui n'a pas de papier n'est pas bancarisée. Elle n'a pas accès à la banque. Elle n'a donc pas accès à un prêt classique, comme vous et moi. Elle va passer par d'autres réseaux pour avoir une masse financière qui va lui permettre d'investir. On peut appeler ça de l'économie informelle, on peut appeler ça de l'économie souterraine. En tout état de cause, si on accepte un petit peu de se dépoussiérer de variables qui sont des variables, une variable est toujours sociale, hein, une qualification d'un phénomène est quelque chose d'extrêmement social, si on accepte de regarder la réalité autrement, c'est une façon créative de générer de la richesse. Vous voyez ? Et à partir de là, lutter contre l'économie informelle ne fait que pousser le problème ailleurs. C'est exactement comme quand on dit qu'on remet tout le monde en Turquie, qu'on ferme toute la route des Balkans. Enfin, personne n'est naïf pour croire qu'il n'y aura plus d'immigrés. Vous voyez ? On peut fermer la porte, mais les gens ils vont passer par une autre porte. Mais c'est-à-dire que je parlais plutôt de l'intérêt économique, justement. Oui, il y a un intérêt économique. C'est la deuxième partie de ma réponse. Je pense qu'il y a un intérêt économique
à revoir aussi un certain nombre de systèmes économiques tels qu'on les conçoit aujourd'hui. En particulier, la notion de petite, moyenne entreprise, d'auto-entrepreneuriat est quelque chose d'extrêmement intéressant pour des populations dans ces situations. On pourrait imaginer que quelqu'un qui crée qui a une situation d'auto-entrepreneur peut aussi avoir accès à des décharges qui fait qu'il ne soit pas obligé de passer dans l'informel. Il n'est pas obligé de passer par un grossiste chinois où il va chercher par un autre compatriote qui lui a un permis de conduire des produits à vendre qui ramène de Paris et qui va vendre en catimini sur le parking de Leader Price, vous voyez. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Ça lui permet de générer pour lui une capitalisation économique qu'il va réutiliser dans l'économie légale. Vous voyez? Oui, Donc le problème se pose de manière évidente pour toutes les populations qui sont en situation de précarisation sociale forte. On a souvent parlé de crise des banlieues. Pendant longtemps, on a tout aggloméré, la question des immigrés, la crise des banlieues, etc. Mais la question de l'informalité se pose de la même manière. Oui. En matière d'intégration. Oui, moi j'ai une question à propos du fait, on a vu que les principales populations qui migrent, ce sont les populations syriennes, afghanes, congolaises. On constate que c'est surtout des pays qui sont en situation plutôt de conflit. Oui. Et là, ça pose un problème notamment par rapport à ce qu'on a parlé des droits des accords de Genève. À la même époque, on a eu des tentatives également d'institutions chargées de protéger la paix. Et là, on constate que la plupart des grosses migrations sont dues à des situations de conflit, voire à des situations de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas, plutôt que de se prendre le problème de la migration, plutôt une intervention en amont à faire au niveau des zones de conflit afin de permettre une pacification, en tout cas afin de permettre une protection des populations? Bien sûr. Par une meilleure intervention, Oui. ce serait peut-être plus efficace. Oui, effectivement, c'est ce qui avait été tenté en Bosnie. Le problème, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en conflit, si on prend le cas syrien par exemple, sont les mêmes que ceux qui votent au Conseil de sécurité. Et du coup, on a du mal à croire que l'ensemble de ces nations qui sont souvent en conflit par groupes interposés n'ont pas du tout intérêt à voter des forces d'interposition. Vous voyez ? Et donc, quand on parlait de revoir les conventions de Genève par rapport Oui. aux droits d'asile, est-ce qu'il n'y a pas aussi à ces Si, endroits à revoir? Ah mais complètement. Je vous rejoins complètement. Et en plus, la manière de faire la guerre a totalement changé. Quand vous allez sur n'importe quelle vidéo YouTube et vous voyez des images de drones qui sont en train de tirer sur des personnes comme ça. On imagine, ça rappelle un peu les Bienveillantes et vous avez lu ce livre dans les camps de concentration. Donc ils brûlent la journée et puis le soir ils rentrent comme des bons pères de famille et puis le week-end ils font un petit barbecue. Et là c'est exactement la même chose. Les gens sont là avec des drones, ils vont bombarder et puis ça se passe dans un QG qui est à des milliers de kilomètres. La perception de la guerre est totalement différente. Vous voyez? Et ça, la Convention de Genève est complètement désuète par rapport à ça. Il y a un côté déshumanisation du conflit, justement, avec des moyens technologiques extrêmement poussés. On a l'impression quand vous regardez une vidéo sur YouTube tirée de caméras de drones, c'est affolant. On se surprend à se dire, bon, quand est-ce qu'il va tirer, quoi? Ça met une épaisseur extrêmement déshumanisante entre la situation de conflit et la capacité à y répondre. Et on commence à avoir d'ailleurs des premiers symptômes de gens qui sont capables de manipuler ces drones et qui commencent à avoir des risques psychologiques assez marqués, quoi. Ce qui se comprend, enfin. De désuétude de la Convention de Genève et du droit d'asile, mais comment le redéfinir finalement le droit d'asile? Puisqu'on voit bien qu'il y a une urgence immédiate avec les populations opprimées qui affluent vers l'Europe, mais est-ce qu'il faut abandonner la notion de persécution ou est-ce qu'il faut l'ouvrir? Mais comment garder le contrôle finalement? C'est une bonne question. Toute la question est là.
garder le contrôle, la notion de réfugié a complètement changé. Il y a effectivement ces réfugiés qui sont des réfugiés de conflits, qui sont des conflits guerriers. Et là, d'une certaine manière, les belligérants sont directement partie prenante dans ces mouvements, de manière directe. Il y a d'autres questions qui se posent et qui sont elles aussi politiques, même si on ne met pas de dimension politique derrière. C'est la question des réfugiés climatiques ou des réfugiés de l'environnement. Vous voyez, introduire l'idée de la révision du statut de réfugié introduit de toute façon la mise en place de critères qui sont extrêmement vastes et qui conduiraient d'une certaine manière les États, y compris les plus riches, à un décloisonnement du monde, ce qu'ils ne souhaitent pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, si l'eau monte, il y a sans doute une conjonction de facteurs, hein, mais si l'eau monte et si les gens partent, ce n'est pas simplement parce que l'eau monte, ce que j'expliquais, on en parlait dans le cadre du dernier cours, la question elle est éminemment politique. On s'aperçoit que les populations qui sont les plus touchées sont aussi celles qui sont les plus marginalisées dans les États et depuis longtemps. Si on retrouve des gens qui ont les pieds dans l'eau parce qu'ils sont 2 mètres au-dessus de l'eau, on se doute qu'ils n'ont pas choisi véritablement, ou plutôt de manière ancienne, le choix de vivre à 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau est un choix extrêmement risqué. Hein. De la même manière, quand on regarde les gens qui sont dans des espaces de marge, amérindiennes ou autres, on voit bien que de la même manière se pose le problème. C'est un problème qui certes est climatique, mais il est avant tout politique. C'est comme le nuage de sauterelles, je prenais cet exemple, qui va complètement manger des champs dans la vallée du fleuve Sénégal, et on dit « Ah, ben, c'est la faute au criquet ». En fait, la vraie question, c'est que non seulement on ne peut pas faire de l'agriculture pour l'exportation européenne, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que si un État est un petit peu fort, il est capable de lutter contre un nuage de sauterelles. Vous voyez? Et du coup, si ça génère des exodes de réfugiés climatiques, la question est éminemment politique. Elle n'est pas neutre, c'est jamais... c'est pas la faute au soleil. Vous voyez? Comme dans toutes les famines. Et souvent le soleil a bon dos. Voilà. Donc revoir ce statut de réfugié, je pense que ça impliquerait de revoir aussi un rapport à l'universalité des droits humains. Vous voyez? C'est-à-dire la mise en place, carrément, au niveau de l'ONU, d'une nouvelle conception de l'universalité. Parce que la persécution au niveau de la personne est quelque chose, si on y réfléchit, d'éminemment relatif. D'accord? C'est ce à quoi s'attache l'OFPRA. Quand elle dit « Ah ben oui, non, toi t'es persécuté, mais pas toi ». La personne vient de sortir d'un camp d'Alep ou d'ailleurs, il a subi des bombardements. Effectivement, peut-être qu'il n'a pas les jambes cassées, mais en attendant, il y a des désastres psychiques qui sont extrêmement forts liés à ça, pour peu qu'il soit pris des gaz asphyxiés, etc. Bon, on va lui dire « Ah ben non, toi, t'es pas assez persécuté, là, ça va pas, t'as pas de tache de cigarette brûlée sur le corps, non, t'as pas de cicatrice, on t'a pas coupé les tendons, bon, t'as encore tous tes membres, oh non, t'exagères, non. Concrètement, c'est ça, c'est la hiérarchisation du critère qui pose problème. Et là, on s'aperçoit que dès qu'on dit ça, on est sur une conception des droits de l'homme où on ne peut même plus employer de terme. Alors qu'on a complètement fait sauter cette prétention à l'universel du droit humain. Alors, quelques timides. En tout cas, alors, non, c'est bon, sans regret. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous, surtout. Merci à vous. Vraiment très éclairante. Merci.